Bonjour à tous, bonjour Mathilde. Bonjour. Vous allez aujourd'hui nous parler de colonialisme et de repentance. Eh bien oui, en fait, je voudrais revenir sur un échange qui a eu lieu dans le cadre de l'émission politique de France 2, un échange assez long, assez tendu, entre d'un côté Élie Domota, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, et François Fillon. Alors, le dispositif, avant de rentrer dans les échanges, met nécessairement Domota dans une position d'infériorité. On a l'impression que c'est un invité qui s'exprime par la fenêtre et qui est sommé à plusieurs reprises d'ailleurs de laisser la parole. Moi, je rêve d'une émission où le dispositif serait inversé, où ce serait un dirigeant syndical qui serait confortablement installé dans un plateau, entouré d'une clique souriante, cependant que des personnalités politiques, anciens ministres ou actuels, se succéderaient par la fenêtre à la merci d'un animateur qui leur couperait la parole. Mais bon, fin du rêve et retour à la réalité et donc à ce dialogue. Alors, avant d'analyser un dialogue, il faut toujours se demander d'où les gens parlent. Et en fait, Élie Domota et François Fillon ont une histoire commune. En fait, en 2009, Domota était le leader emblématique de la grève générale contre la vie chère et contre les bas salaires qui a eu lieu en Guadeloupe puis dans les Antilles, donc en 2009. François Fillon était lui le Premier ministre. Ça a été un mouvement long, difficile, mais qui s'était achevé par une victoire pour le mouvement, même si depuis, les acquis ont été largement rognés. Mais ce n'est pas pour ça que Domota est invité sur le plateau. Et cette question des grèves de 2009 va être juste présentée par l'animateur. Et ensuite, seul Fillon va y faire une petite allusion. Mais vous allez voir avec quel mépris il rappelle cet épisode. Je me souviens des grèves avec M. Domota, c'était comme ça le dialogue. Voilà. Donc elle s'invite quand même parce que forcément les choses sont liées. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les questions de discrimination raciale héritées du passé esclavagiste des Antilles avaient aussi été présentes dans les grèves de 2009. Notamment, au cœur de la grève, un reportage sur Canal+, sur les béquets, qui s'intitulait « Les derniers maîtres de la Martinique », montrait un des principaux entrepreneurs de l'île, Alain Huyghe Despointes, qui avait dit donc, dans ce reportage ces mots incroyables. On l'écoute dans le... Les historiens exagèrent un petit peu les problèmes, mais ils parlent surtout du mauvais côté de l'esclavage, mais il y a eu un bon côté aussi. C'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sortent avec des cheveux crépus, dans la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Moi, je trouve pas ça bien, c'est pas... on a voulu préserver la race. Voilà, les bons côtés de l'esclavage et il faut préserver la race. Alors, Huyghe Despointes a été condamné en justice suite à ses propos, mais le jugement a été cassé par la Cour de cassation. Donc voilà d'où parlent les deux protagonistes de cet échange. Cela dit, Domota n'est pas invité pour parler des questions sociales, mais bien pour réagir aux positions de François Fillon sur la colonisation. En fait, tout part d'un discours de campagne à Sablé-sur-Sarthe, où François Fillon a dit « Non, la France n'a pas à avoir honte de partager sa culture ». On se souvient donc de ce moment. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Alors on aurait pu alors inviter un historien spécialiste de ces questions sur le plateau, mais non, donc c'est Élie Domota qui va répondre et réagir. Et comment réagit-il? Il réagit en fait avec deux arguments que l'on écoute à nouveau. Ces propos-là rentrent dans une longue tradition de propos racistes que tiennent les dirigeants politiques français à l'égard de l'Afrique et de nous, colonisés depuis toujours. Et juste un petit rappel historique. Quand, en 1635, Delolive et Duplessis débarquent en Guadeloupe envoyés par Richelieu, c'est pour partager la culture. Et ce partage de culture, eh bien, il se transforme en massacre. Les populations Kalina, qui habitent la Guadeloupe depuis plusieurs siècles, sont massacrées par le colonisateur français. Et s'ensuit une grande période de déportation et de mise en esclavage d'Africains, justement pour mettre en valeur ces terres. Deux arguments donc que sort Élie Domota. Un, le partage de culture est une euphémisation qui cache en réalité un véritable discours raciste. Deux, l'évocation du partage de culture nie la réalité de la violence de la colonisation. À ce propos, il évoque la colonisation de la Guadeloupe en 1635, mais les deux arguments
sont aussi parfaitement valables pour évoquer la colonisation de la fin du XIXe siècle, qui a vu les principaux États-nations européens, et la France notamment, se lancer donc dans la conquête coloniale de l'Afrique et de l'Asie au prix de très grands massacres. La colonisation s'est ensuite accompagnée d'importantes violences, de spoliation de terres, de mise en esclavage, de mise en travail forcé des populations. De fait, et là aussi Elie Domota a raison, c'est bien le massacre des populations indigènes des Antilles au XVIIe siècle qui a poussé les Européens, notamment les Français, à mettre en place un système de traite des esclaves pour remplacer la main-d'œuvre qui manquait suite à ces massacres et qui a entraîné cette énorme traite des esclaves. Et là aussi, Elie Domota a raison, la colonisation a été justifiée, surtout au XIXe siècle, mais déjà un petit peu au XVIIe siècle, non pas au nom d'un partage des cultures, l'expression est vraiment de François Fillon, mais au nom de ce que l'on appelait alors la mission civilisatrice, les propos les plus connus étant ceux de Jules Ferry, qui parlait d'un devoir de la race blanche jugée supérieure de civiliser les autres races inférieure. Donc tout ça est historiquement parfaitement justifié. Il ne fait que reprendre des arguments qui sont connus. D'accord. Alors Fillon maintenant, qu'est-ce qui répond à tout ça? Alors, qu'est-ce que répond Fillon? Alors, il faut savoir que ce qui répond, c'est archi-rodé. Son argumentation, c'est le déroulé parfaitement maîtrisé d'un discours parfaitement maîtrisé lui aussi, qui est celui d'une partie très importante de la droite et de l'extrême droite, en gros depuis 2005. Alors, quels sont ces arguments? En général, on commence par reconnaître. Oui, la colonisation, c'est mal, l'esclavage, c'est mal. Écoutez-le, il reconnaît. Bien sûr que l'esclavage est un crime, bien sûr. Bien sûr que la colonisation aujourd'hui, avec les critères qui sont les nôtres, est un crime. Avec les critères qui sont les nôtres. Cela étant dit, dès l'époque, on critiquait, hein, faut pas l'oublier non plus. Donc voilà, c'est mal. Mais, parce qu'il y a un mais. Alors, mais, premier argument, la France n'est pas coupable, d'autres pays ont pratiqué l'esclavage. Écoutez-le. L'esclavage n'a pas été l'apanage de la France. Monsieur Domota, laissez terminer M. Fillon, s'il vous plaît. L'esclavage a été le fait de toutes les sociétés, y compris des sociétés africaines. Bon, alors là, que répondre? En plus du fait que l'argument, c'est pas ma faute, il y en a d'autres qui commettent le même crime, on peut toujours essayer devant un juge, à mon avis, ça marche pas. Hein. Mais historiquement, que répondre? En fait, ceux qui mobilisent justement ces autres mises en esclavage pour euphémiser la traite atlantique, c'est le type même d'un discours qui nie le caractère d'exceptionnalité de la traite atlantique au XVIIIe siècle. Bien sûr, il y a eu d'autres formes d'esclavage. Et oui, il y a eu des formes d'esclavage à l'intérieur de l'Afrique. Mais d'abord, c'est absolument sans commune mesure quantitativement. La traite des esclaves du commerce atlantique, c'est des millions de personnes mises en esclavage, de 11 à 12 millions. Ça n'a absolument aucun rapport avec les autres formes d'esclavage. Aucun autre système d'esclavage n'est jamais arrivé à la cheville du système de la traite. Deuxièmement, la grande majorité des systèmes de mise en esclavage en Afrique étaient en fait des systèmes qui prenaient place dans des logiques de guerre, qui poussaient les peuples à mettre en esclavage ceux qu'ils avaient vaincus, tout en sachant qu'eux-mêmes, en cas d'inversion du rapport de force, pouvaient très bien à leur tour se retrouver en situation d'esclavage. Évidemment, rien de tel dans le système de la traite. D'autre part, il y a eu effectivement, pendant la traite atlantique, des systèmes de traite infra-africaine qui permettaient en fait d'apporter les esclaves. Mais ces systèmes n'ont existé que pour une seule et unique raison, il y avait le système européen de la traite des Noirs. Enfin, la mise en esclavage des Africains par les Européens a reposé de fait sur des conceptions profondément racistes, déshumanisantes et des dominations importantes. Donc cet argument ne résiste pas à l'analyse historique. Deuxième argument, c'est mal, mais c'est le passé. Comme disait plusieurs fois Henri Guénaud, on ne va pas faire porter aux fils la responsabilité des pères. Eh bien, François Fillon fait exactement la même chose. Moi, quand je me retourne derrière moi, je suis français, je vois des générations de paysans basques et de paysans vendéens qui n'ont pas à faire repentance pour des faits qui correspondaient à des situations dans des sociétés données. En gros, l'argument, c'est « oh, c'est le passé ». Voilà, le contexte est différent, c'est le passé. Alors,
ce que l'on peut déjà répondre, c'est que, en fait, le problème, et ce que refuse de voir là François Fillon, c'est que ce passé travaille encore le présent. Et profondément, c'est un passé qui ne passe pas. Parce que les logiques de domination qui ont permis l'esclavage n'ont pas cessé avec l'abolition de l'esclavage. Par exemple, dans les Antilles, la majorité des chefs d'entreprise, des élites propriétaires, descendent de familles d'anciens esclavagistes. Leur fortune s'est construite justement sur l'esclavage. Il y a un lien puissant entre le passé esclavagiste et le présent raciste. Et ce qui m'étonne toujours, c'est que tous ceux qui sont prêts à reconnaître le lien fort entre un passé esclavagiste et un présent raciste qui implique des violences, qui implique des inégalités sociales, on le reconnaît sans problème dans la situation américaine, mais on refuse de le voir dans la situation des Antilles. Alors, Domota, par ailleurs, donnait les explications de cette perpétuation du passé dans le présent lorsqu'il évoquait 1848, toujours dans le cadre de l'émission. Êtes-vous prêt à nous accompagner dans un combat justement pour annuler les lois qui ont indemnisé les propriétaires d'esclaves en 1848 et 1849, alors que nous sommes une république, et pour remettre en état les choses, pour restituer les terres qui ont été acquises de façon criminelle? Voilà une belle question. Ce qu'évoque là Élie Domota est donc l'abolition de l'esclavage en 1848 par la Seconde République. À l'occasion de cette abolition, les propriétaires avaient été indemnisés. En revanche, les esclaves n'avaient rien eu, ni aide financière, ni octroi de terre. Donc non seulement les structures de propriété qui reposaient sur cette période de l'esclavage n'avaient absolument pas changé et se sont perpétuées, d'autre part les propriétaires ont récupéré des sommes rondelettes avec cette indemnisation, et pour les esclaves qui n'avaient rien, eh bien finalement il ne leur restait qu'une seule solution, c'est se faire réembaucher par leurs anciens maîtres. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Les propriétaires ont juste eu à rembaucher leurs anciens esclaves en faisant des salariés mal payés, toujours maltraités, mais qu'ils n'avaient même plus à loger, à nourrir et qu'ils pouvaient renvoyer dès qu'ils en avaient envie. Et de fait, il faut savoir que tout un courant de traités d'économistes libéraux au XIXe siècle avait largement administré la preuve aux planteurs qu'ils avaient économiquement tout à gagner à cesser l'esclavage et à le remplacer par du salariat qui était plus rentable et beaucoup plus efficace. Ces arguments ont même parfois plus joué même que les arguments humanitaires et philanthropiques en faveur de l'abolition. Alors, il y a un mot qui revient de nombreuses fois dans la bouche de François Fillon, c'est le mot de repentance. Alors, pourquoi utilise-t-il ce mot ? Parce que repentance, c'est le mot-clé du discours de droite sur ces questions de mémoire coloniale et d'histoire de la colonisation. C'est un mot qui vient de l'Église. La première fois qu'on l'utilise, c'est dans le cadre d'une déclaration des évêques de France en 1997, qui ont fait une déclaration de repentance pour donc exprimer leur repentance face au soutien que l'Église de France avait accordé au régime de Vichy et face à l'absence de réaction lors des exterminations et des déportations des Juifs. Ce mot repentance a ensuite été repris au sein du conflit politique. En fait, la droite a accepté la loi Taubira, mais après la loi Taubira, elle a ensuite bloqué toute politique mémorielle de reconnaissance des violences coloniales et elle les rejette systématiquement comme des repentances dénuées de sens. C'est en 2006, en fait, que Henri Guénaud va faire de Sarkozy, qui rentre en campagne, le candidat de l'anti-repentance. Et Sarkozy va n'avoir de cesse de marteler le mot dans tous ses discours de campagne en 2007. On peut par exemple l'écouter à cette occasion. Je déteste cette mode de la repentance qui exprime la détestation de la France et de son histoire. Je déteste la repentance qui veut nous interdire d'être fiers de notre pays. Je déteste la repentance qui est la porte ouverte à la concurrence des mémoires. Après, tout le monde l'a suivi dans une partie de la droite et à l'extrême droite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce discours de la repentance ou contre la repentance? Alors, l'idée dont on part, c'est OK, il y a des pages sombres, OK, il y a des crimes, il y a toujours cette reconnaissance. Mais on accuse ceux qui veulent évoquer ces violences de la colonisation et de l'esclavage de ne vouloir parler que de ça et de le faire pour conduire les Français à avoir honte de leur pays, voilà la lune de l'Express, alors qu'il faudrait en être fier. Le discours de Sarkozy était fier d'être français.
En fait, Sarkozy et les autres pensent que tous ceux qui évoquent l'esclavage, tous ceux qui évoquent la colonisation, sont accusés en fait de noircir l'histoire de France, d'être donc des déclinistes, de vouloir l'effondrement de la nation. Sauf qu'évidemment, s'embarque aussi dans ce discours nécessairement une forme de nostalgie de la grandeur de la France impériale, du bon temps des colonies, présentée toujours alors sous un jour positif. Et en général, on nous sort la trilogie médecin, ingénieur, maître d'école, auquel à nouveau l'historien aurait beaucoup à répondre quant à l'efficacité de cette trilogie. Donc on passe très facilement du refus de la repentance coloniale au « non, nous n'avons pas honte d'avoir voulu partager notre culture ». Oui, parce que c'est exactement la même chose. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un discours qui veut rompre avec le passé, qui dit qu'il veut rompre avec le passé, mais en réalité, il ne fait que le faire ressurgir. En fait, il montre combien ce passé est encore présent et combien il travaille le présent. Parce que finalement, ce type de discours n'est rien d'autre que l'avatar des dominations qui ont permis la colonisation et l'esclavage. Voilà, c'était lumineux comme d'habitude. Merci Mathilde et à bientôt pour une nouvelle leçon d'histoire. À bientôt à vous.